C'est vendredi, c'est le podcast AWS en français. Aujourd'hui, on parle de la recherche contre le cancer. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Tous les vendredis matins, un nouvel épisode dans les bonnes applications de podcast. Laissez-nous nos commentaires, vos petits pouces vers le haut, les petites étoiles. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche tout le monde, la recherche contre le cancer, comment la technologie, le cloud en particulier, peut aider à certaines approches nouvelles, ou en tout cas, c'est vous qui allez me dire si c'est nouveau, différentes en tout cas, pour lutter contre le cancer. Aujourd'hui, je suis accompagné par Tiffany Souter, développeur advocate dans mon équipe. Et puis nos deux invités sont Nicolas Volikov, CEO et cofondateur de Cure 51, et Elmedi Ouzgan, cofondateur et COO de Cure 51. Messieurs, merci d'être là, de répondre à nos questions. Vous le savez, si vous écoutez le podcast AWS en français régulièrement, je commence toujours par une question bateau. Cure 51, c'est quoi ? Cure 51, en fait, c'est un projet entrepreneurial qui nous a tous réunis il y a 3 ans. Et l'ambition, c'est de constituer la première base de données de survivants exceptionnels du cancer. Donc, c'est quoi les survivants exceptionnels? C'est des patients qui sont diagnostiqués en phase terminale, ce qu'on appelle la phase 4, de cancers très agressifs. Nous, on a commencé avec les 3 cancers les plus agressifs, c'est-à-dire ceux pour lesquels le diagnostic est le plus pessimiste quand il arrive tardivement: le pancréas, le cerveau et le poumon à petites cellules, le poumon métastatique. Et ces 3 cancers pour lesquels, quand vous êtes diagnostiqué justement en phase terminale, où généralement la chirurgie n'est plus possible, où la chimio est peu efficace, il vous reste entre 6 mois et 12 mois à vivre. 98% des patients vont décéder et donc 1 à 2% des patients vont survivre. Ils ont reçu les mêmes traitements que tous les autres patients, ils ont été soignés par les mêmes équipes, dans les mêmes hôpitaux, et ils survivent. On les appelle les miraculés. Et nous, notre job, en fait, c'est de recenser ces patients, qui sont par définition très rares. Donc on les recense à travers le monde. Aujourd'hui, on en a identifié dans 55 pays dans le monde. Oh. De collecter toutes leurs données, et ça, on va y revenir, je pense, en détail, Mhm. leurs données cliniques, leur imagerie, et surtout d'importer des tissus. Donc on rapatrie des tissus humains, des tumeurs. On va faire ce qu'on appelle le séquençage moléculaire de ces tumeurs. Donc on va les couper en fines tranches et puis on va les étudier de façon très fine pour essayer de comprendre pourquoi ces patients survivent. Est-ce que c'est leur système immunitaire? Est-ce que c'est une réponse exceptionnelle au traitement? Voilà, est-ce que c'est ce qu'on appelle des combinaisons? Et donc notre métier, c'est de collecter ces données dans une plateforme robuste, de les analyser, et une fois qu'on a détecté des signaux distinctifs de ces patients, d'arriver à les encapsuler dans des nouveaux médicaments. Donc c'est ça le job de Cure 51. On commence par 3 cancers. On a vocation à, j'allais dire, lancer des nouvelles cohortes chaque année, c'est-à-dire aller tacler d'autres cancers, toujours très agressifs. Et la feuille de route de la boîte, c'est ça, c'est à terme avoir ce que nous on appelle une librairie, un catalogue de cibles thérapeutiques, c'est-à-dire on a isolé des ensembles moléculaires cohérents qui expliquent la survie de ces patients, et on est capable de les transformer en médicaments pour le bénéfice de tous. Donc nous, notre métier, c'est d'avoir cette librairie, ce catalogue de targets, et pour chacune d'entre elles, de trouver les meilleurs partenaires industriels, en l'occurrence des pharma, pour les développer et faire toute la partie clinique et la mise sur le marché. Voilà. Donc c'est vraiment un business de scale avec une plateforme, et je pense qu'on va y revenir aussi, Mhm. des patients dans le monde entier, des partenaires hospitaliers, scientifiques, technologiques, qui nous permettent de collecter un maximum de données, de l'analyser et de faire ce qu'on appelle du discovery, c'est-à-dire comprendre en quoi ces patients sont exceptionnels et comment surtout leur biologie peut bénéficier à tous les autres patients. Voilà, c'est ça, Cure 51. Vous parliez donc de récupérer les données. Donc, forcément, ces données sont récupérées à partir du diagnostic, donc après la phase 4. Euh, euh, Vous récupérez les données des médicaments qu'ils ont pris, mais est-ce que souvent, ce qui a rapport avec le cancer, c'est multivectoriel? Est-ce que vous prenez aussi d'autres données sur leur mode de vie, sur ce qu'ils ont fait à ce moment-là, en plus de la prise de médicaments? Alors oui, en fait, on récupère tout le dossier médical du patient. Donc évidemment, au moment du diagnostic, mais aussi de façon rétrospective, on va avoir les lignes de traitement qu'il aura subies avant, donc sur les phases antérieures. S'il a subi de la chirurgie, on va le savoir. S'il a des antécédents, on va le savoir. S'il a des allergies, on va le savoir. Et ce que vous évoquez, c'est ce qu'on appelle l'épidémiologie. Donc tous les facteurs comportementaux
Là aussi, ils sont disséminés dans le dossier médical. Ça dépend aussi beaucoup de la qualité des équipes soignantes, hein, et du rapport du patient à ses médecins. Mais on va avoir des données nutritionnelles, on va avoir des données de santé mentale, on va avoir des données sur le sommeil, sur le mode de vie, est-ce que le patient est stressé ou pas, etc. Donc tout ça, évidemment, on l'analyse. Il faut faire un tout petit peu attention parce que souvent, il y a des biais cognitifs, hein. Nous, c'est une étude rétrospective. Donc c'est des patients qui ont survécu au moins 5 ans après le diagnostic. Ça veut dire que quand on va chercher ces données, c'est il y a 5 ans, il y a 8 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et parfois, quand on interroge les patients qui sont toujours vivants, ils n'ont pas toujours un souvenir exact de qu'est-ce qu'ils ont mangé il y a 8 ans, qu'est-ce qu'ils ont mangé il y a 10 ans. Donc, il faut être un tout petit peu prudent là-dessus parce qu'il y a pas mal de biais, mais oui, oui, c'est intégré. Toutes les données comportementales qu'on peut récupérer, on les intègre à l'analyse. Et vous avez aussi des patients qui sont non seulement survivants, mais qui sont aussi en rémission et qui parfois n'ont plus de cancer? Ouais, ouais, absolument, absolument. C'est d'ailleurs, enfin, encore une fois, c'est une étude rétrospective, hein. Parfois, on remonte à 15 ans ou 20 ans. Donc, on a malheureusement des patients qui sont décédés, mais ils sont morts en ayant été guéris, mais ils sont morts de leur belle mort, si j'ose dire. Et après, dans le cas des patients survivants, il y a des patients qui sont toujours en observation. De toute façon, quand vous avez été diagnostiqué en phase 4, même si on considère que vous êtes en rémission, vous avez des visites de contrôle tous les 3 mois ou tous les 6 mois, parfois des IRM de contrôle. Mais donc oui, oui, il y a une grosse partie des patients toujours vivants qui ne subissent plus de chimio, plus d'examens médicaux, qui ont juste des visites de contrôle. C'est la grande majorité. Voilà. En revanche, il y a une très forte hétérogénéité. Vous avez des patients qui, après 3 chimios, ont été en rémission. Avec Elmedi, on connaît un patient français qui est d'ailleurs membre de notre comité patient. Il a eu 3 chimios, cancer du pancréas, métastasé au foie. 3 chimios, c'est fini. Et un autre patient, pareil, cancer du pancréas, métastasé au foie, 134 chimios. Voilà. Et les deux survivent, le premier depuis 12 ans, le deuxième depuis 7 ans. Donc vous voyez, il y a plein de modalités différentes. C'est C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a une grande hétérogénéité, on a des gens du monde entier, et pas seulement d'Europe ou des États-Unis, et après on a des parcours thérapeutiques totalement différents. Mais du coup, c'est aussi, c'est carrément de la recherche en fait, ce que vous faites. Vous publiez aussi des articles scientifiques. Là c'est un tout petit peu tôt parce qu'on est encore beaucoup dans la phase de collecte, hein, la phase de collecte des données qui est quand même un peu compliquée, hein. C'est de l'exécution opérationnelle très, très sophistiquée. Elle a démarré il y a 6 mois. On attend d'avoir totalement collecté la base de données, hein, qui est composée de 1000 patients. Dans la base de données, il y a 500 survivants, donc c'est patients exceptionnels, et 500 contrôles. Ce qu'on appelle un contrôle, c'est un patient de la même cohorte, donc de la même maladie, qui a été soigné dans le même hôpital, idéalement qui a reçu les mêmes traitements et qui, lui, malheureusement, est décédé à la médiane de l'espérance de vie. Donc nous, on va faire deux choses. On va étudier la population des survivants et on va la comparer à la population des contrôles. Voilà. Euh, donc oui, oui, il y a les publications, elles arriveront quand on a complété la base, c'est-à-dire en fin d'année. Je pense qu'on sera capable de publier les premières choses premier trimestre de l'année prochaine. Et donc, en effet, c'est totalement ce qu'on appelle de la recherche scientifique, de la discovery. C'est-à-dire que collecter ces données, c'est le préalable à la recherche scientifique. Voilà. On n'attend pas évidemment d'avoir tout collecté pour commencer à trouver des signaux, hein. On y va par ce qu'on appelle des batchs. À chaque fois qu'on a une quinzaine de patients dont on a séquencé le génome, on commence à identifier des signaux. Donc là, on a déjà identifié des signaux, notamment sur le pancréas. On a déjà trouvé des choses intéressantes, qui sont très spécifiques des survivants. Mais quand on aura des choses plus consolidées, on publiera. Et donc vos métiers sont à la croisée de la recherche scientifique, de la biologie, du data science en informatique, et c'est pour ça qu'on est là maintenant, mais aussi de la pharma, parce que vous avez dit dans l'introduction, trouver des cures et des médicaments également. Donc c'est quoi vos équipes aujourd'hui? Ouais, c'est exactement ça. En fait, on a l'articulation de la tech, et dans la tech, je mets la data Mhm. et l'infra, et le dev, et ça, on va y revenir. Ce qu'on appelle la biocomputation. Donc, c'est des gens qui sont PhD, biologistes, mais qui ont aussi des bonnes notions en data. Et c'est ces équipes-là qui vont être capables de décoder les signatures, les patterns qu'on identifie. Une partie produit, parce que la plateforme, on a décidé de la construire de façon endogène. On n'a rien pris off the shelf, on a tout construit nous-mêmes. Des gens qui vont faire en effet des sales et du marketing pour engager avec la pharma. Et puis des médecins oncologues. On a aussi des médecins dont c'est le métier. Donc c'est vraiment tech, science et data, et c'est ça qui est intéressant, et sur un terrain de jeu qui est mondial. Et un Donc réseau, ouais, c'est ça, un réseau voilà. humain pour pouvoir collecter des échantillons et trouver des cas dans 55 pays différents. Ouais, c'est ça. Vous imaginez bien que les patients, on va pas les trouver sur Facebook ou sur Insta. Ça Mhm. serait trop simple. Donc pour identifier ces patients qui sont très rares, en fait, on a constitué un réseau d'hôpitaux. Aujourd'hui, on en a signé, c'est-à-dire on a un contrat, un budget, on a commencé la collecte 82, on en aura 120 à la fin de l'année. L'objectif, c'est d'en avoir 500 dans 3 ans.
Et donc ça, c'est les plus grands centres oncologiques mondiaux. Et en effet, la répartition géographique est extrêmement hétérogène. Du coup, j'ai une question. En fait, comme les données sont assez hétérogènes en fonction des patients, comment est-ce que vous structurez vos données pour pouvoir aussi, parce qu'il faut qu'elles soient comparables aussi. Donc, vous avez, j'imagine, des données qui sont communes à certains patients et puis d'autres qui sont assez uniques pour certains patients. Enfin, comment est-ce que vous structurez tout ça, ouais? Je vais commencer, puis après, Mehdi, on verra. Donc en fait, la donnée, c'est ça qu'il faut bien comprendre, elle est curated pour employer un anglicisme. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a 3 niveaux de validation. Quand un centre, un hôpital, prenons la PHP, voilà, les hôpitaux parisiens. On va prendre la Pitié ou Beaujon, par exemple, qui est un partenaire. Quand ils nous envoient les données des patients, ils ont déjà, eux, contrôlé à leur échelon le fait que les patients enfin, rencontrent les critères d'inclusion, qu'ils ont bien survécu plus de 5 ans sur les maladies qu'on étudie. Et donc, ils vont saisir la donnée. C'est ça qui est intéressant, c'est que nous, on ne va pas se plugger sur les systèmes d'information des hôpitaux pour importer de la donnée. C'est les membres des hôpitaux qui travaillent avec nous qui, sur notre plateforme, saisissent la donnée. Donc, ça veut dire que quand ils saisissent la donnée, ils le font de façon orthogonale à notre nomenclature, nos critères et la façon dont nous, on a déjà structuré la donnée en amont. Voilà. Mm. Après, il y a un deuxième niveau de validation. Pour chaque maladie, il y a un hôpital qui est leader scientifique. Le pancréas, par exemple, c'est Gustave Roussy à Paris. Eux, ils vont à nouveau valider le fait que la donnée est bonne, que les critères d'inclusion sont respectés, que la nomenclature est la bonne. Et après, il y a un troisième niveau de contrôle qui est ce qu'on fait nous centralement, où on va notamment regarder toutes les règles de cohérence de la donnée. Donc, pour répondre à votre question, en fait, il y a 3 niveaux de contrôle successifs. Et ce qui fait que ce flux de données qui vient en effet de 55 pays avec énormément d'hétérogénéité arrive dans une plateforme où il est structuré et normé, c'est parce qu'on a décidé nous-mêmes de construire la plateforme. C'est une des raisons qui a motivé le fait qu'on ait décidé d'avoir une plateforme organique, c'est-à-dire qu'on a décidé nous-mêmes des data points et nous-mêmes de la façon dont on allait structurer la donnée. Voilà. Il y a un seul protocole, donc toute l'étude clinique obéit au même protocole médical, qui est valable dans tous les pays, et les hôpitaux utilisent le même système d'information pour envoyer leurs données. Voilà. Après, il y a évidemment beaucoup d'allers-retours. Là, je vous dis l'état de l'art théorique. Quand parfois il y a des incompréhensions, il y a énormément de collaboration entre nos équipes et les leurs. Mais globalement, ça se passe plutôt bien. J'étais très sceptique au début. Je m'étais dit, en effet, Mm. on va avoir des trucs qui sont pas comparables, des datasets entre l'Uruguay, le Pakistan et les États-Unis, ça n'aura rien à voir. Mais en fait, pas tant que ça, parce qu'on a tellement structuré en amont que dans la mesure où, encore une fois, c'est un upload manuel, ça se passe plutôt bien. Il faut bien garder à l'esprit qu'on a très peu de patients. Encore une fois, 1000 patients Mhm. dans une étude, c'est pas beaucoup. En revanche, on a énormément de granularité par patient. Dans notre système, ce qu'on appelle un ICRF, un outil de collecte, il y a plus de 300 data points par patient. Donc, on est très granulaire sur la façon dont on renseigne le parcours de soins du patient. Et encore une fois, c'est la même chose dans tous les pays. Voilà. Mais je laisse Elmedi poursuivre sur la partie tech. Yes. En fait, je vais compléter un petit peu. Effectivement, c'est une des raisons pour laquelle on a décidé de développer notre propre plateforme. C'est-à-dire qu'en début d'études, avec le cadre dans lequel on devait travailler, qui a été défini, on a établi en fait un certain nombre de champs qu'on allait standardiser pour collecter toutes les informations qui pouvaient représenter un patient. Donc en fait, cette plateforme-là, qui est l'ICRF, elle suit aussi une nomenclature internationale aussi. Il y a un langage standardisé qui a été défini au niveau mondial, hein, on ne l'a pas défini nous-mêmes, mais dans lequel on s'est inscrit de telle manière à ce qu'on soit interopérable aussi avec les systèmes de santé dans le monde entier. Donc on va retrouver ces standards-là, mais c'est surtout que nous, on a défini le cadre dans lequel on voulait, et puis surtout les informations qu'on voulait collecter pour tous les patients. Donc c'est les 300 champs dont parlait Nicolas juste avant, qu'on collecte via cette plateforme-là, cette ICRF, et puis on va avoir toutes les données complémentaires, qui vont être les données d'imagerie, d'histologie, etc. On va avoir un certain nombre de données qui vont être uploadées aussi sur cette plateforme-là, qu'on va intégrer dans notre système par le biais de pipelines, donc de canaux d'ingestion de données qu'on a développés également, qui permettent de standardiser l'analyse. Un dernier point, c'est les tissus dont on parlait précédemment, vont eux aussi, donc une fois qu'on les a collectés et qu'on les a rapatriés en France, vont être préparés et séquencés de la même manière. C'est une seule méthode pour toute source de données et un seul standard avec lequel on va comparer tous nos patients. Et donc pour le coup, c'est ce qui nous permet d'avoir cette compréhension entre eux et puis de manière plus générale sur les maladies qu'on est en train d'adresser.
Je me sens presque illégitime pour transitionner cette conversation vers la technologie informatique par rapport à la mission que vous avez et l'impact que ça peut avoir sur nos vies à nous. Mais effectivement, pour pouvoir faire cette collecte et cette analyse de données, il faut une plateforme data et compute assez solide. Est-ce que, Elmedi, tu peux nous expliquer ce que vous avez construit sur AWS? Alors, on a fait le choix dès le départ de s'appuyer sur AWS pour plusieurs raisons. La première, c'est que on se veut et on est par nature internationaux. C'est-à-dire que c'est un projet qui est construit autour d'un certain nombre de flux de données entre des centres dans le monde entier et puis Cure 51 où on est basé en France. Et en fait, ce que ça impose, c'est la circulation de données assez massive. Lorsqu'on parle de données séquencées, on va jusqu'à 1 téra de données par patient, hein. Donc, et c'est des données qui vont circuler entre Cure et les centres. Et puis les données qu'on collecte depuis les centres peuvent être des données d'imagerie qui sont extrêmement lourdes aussi. En fait, pour pouvoir avoir un système distribué de cette manière-là, on a besoin de s'appuyer sur des infrastructures qui soient scalables, enfin, à l'horizontale, si je puis dire, Mhm. et puis surtout en verticalité, si on veut justement atteindre certaines performances. Donc, on a besoin d'avoir tout le temps des systèmes qui soient disponibles et qui soient dans la continuité enfin, dans la continuité de service. Et donc, pour ça, on s'est appuyé sur les services d'AWS, principalement sur des technologies, on va dire, entre guillemets, enfin, standards dans un premier temps. Et puis sur la partie recherche, lorsqu'on va aller adresser les données de séquençage, on va aller sur des technologies un peu plus de pointe, sur de l'IA, sur des infrastructures en GPU, etc., qui vont aller ajouter en fait de la puissance de calcul pour traiter ces masses de données qui sont gigantesques. Donc en fait, entre guillemets, on ne pouvait pas, ou alors il fallait construire notre propre data center, ce qui allait être extrêmement coûteux. On a préféré en fait s'appuyer sur des providers tels qu'AWS, enfin surtout AWS, c'est notre principal partenaire là-dessus. On a préféré s'appuyer sur AWS pour pouvoir construire cette infrastructure-là et nous dédier en fait uniquement à la partie métier, entre guillemets, c'est-à-dire la partie applicative et la partie recherche. Donc toute la partie infrastructure, c'est un sujet qu'on délègue, entre guillemets. Par ailleurs, AWS nous a permis aussi d'adresser un autre sujet puisqu'on manipule de la donnée de santé, qui est le sujet de Mhm. HDS en France, qui est en fait une norme qui nous impose d'avoir un certain nombre d'éléments de contrôle, etc., autour de la manipulation de données. Les données ne sont pas accessibles par le provider de service, donc par AWS, mais on doit s'assurer du cloisonnement de ces informations-là. On a un cloisonnement qui est d'ailleurs entre les centres, c'est-à-dire qu'un centre ne peut pas voir les données d'un autre centre. C'est que Cure qui centralise l'information. Et puis tous les partenaires autour de Cure n'ont pas le droit d'accès direct à la donnée. Donc toutes ces contraintes-là, il nous fallait un partenaire assez solide qui avait suffisamment d'expérience pour qu'on puisse développer avec lui cette infrastructure-là. Et puis c'est ce qu'on a commencé à construire depuis maintenant 2 ans avec AWS. On va revenir sur les challenges de compliance, de conformité un peu après. Je voudrais rester sur l'infra pour commencer. Donc, si je résume, c'est la scalabilité, à la fois du stockage pour stocker les terabytes de données que vous avez par patient, même si vous n'avez pas beaucoup de patients. Nicolas disait 1000, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de données par patient. Et puis, la scalabilité du compute pour analyser ces données après, si j'essaye de résumer ce que tu as dit. Tiffany? Mais j'étais curieuse de savoir un peu plus précisément, à peu près, parce que vous parlez de données de séquençage, mais aussi d'imagerie. En moyenne par patient, vous avez combien de terabytes de données? Un un patient séquencé, c'est à peu près 1 téra. Voilà, Ok. donc Et ça, c'est juste le ça, séquençage. Il y a c'est encore juste le l'imagerie à séquençage, côté. voilà, c'est Ouais. juste le Ouais, séquençage, il y a donc l'imagerie, toute la donnée clinique, mais c'est pas ça qui consomme le plus. Ce qui consomme le plus, c'est vraiment le séquençage moléculaire. Je note. Mhm. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, là, pour le coup, enfin, c'est pas AWS, mais on a un partenaire technologique qui s'appelle Tenex, qui est une boîte américaine. Et grâce à eux, on bénéficie de leur dernière tech. Et on est capable notamment de faire ce qu'on appelle du single cell, c'est-à-dire de rentrer dans la cellule cancéreuse au niveau intracellulaire et unicellulaire. C'est des choses qui n'étaient pas possibles il y a 2 ans encore. Et ça, c'est super intéressant parce que quand vous rentrez dans la cellule, c'est là que vous comprenez ce qui se passe. Donc, quand on séquence ces fameux tissus, on est capable de le faire de façon longitudinale, mais aussi de façon individuelle et rentrer dans la cellule. Ça, c'est aussi pour ça qu'un projet comme celui-là est possible aujourd'hui. Il n'aurait pas été possible il y a 5 ans.
Un, les coûts de séquençage étaient 10 fois plus importants qu'aujourd'hui. Et deux, il n'y avait pas toutes les technos qui nous permettent aujourd'hui d'avoir autant de lisibilité et de compréhension sur la cellule. Et pour revenir à l'infra, ce que vous avez développé, c'est une application web, je suppose, qui permet aux différents hôpitaux, cliniques, d'uploader le résultat et puis aux différents scientifiques de collaborer sur ces jeux de données. Ou je Alors, simplifie beaucoup, beaucoup, bon, beaucoup. je vais synthétiser plutôt autrement. On a trois niveaux en fait de technologie qu'on a développé. Il y a un premier niveau qui est effectivement de la techno web, qui est à destination des centres pour la collecte de la donnée clinique. Ok, l'upload des données, etc. Donc c'est une interface sur laquelle ils viennent se connecter pour renseigner les informations, etc. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'ICRF en fait. Donc ça c'est la techno web qui permet de avoir ce premier niveau d'information et puis surtout d'interagir avec le centre. On va avoir d'autres outils qui sont développés à destination des centres, mais tout ça, ça va être plutôt dans l'environnement web. On va avoir un deuxième niveau qui est la transformation de la donnée une fois collectée et surtout la donnée de séquençage. Et donc ça, c'est beaucoup de Python, hein. C'est des pipelines de données sur Nextflow qui sont développés par les équipes. Donc c'est une combinaison d'équipes bioinfo et data engineer qui vont venir en fait collecter la donnée séquencée qu'on Brut, reçoit ouais. depuis nos partenaires de séquençage et puis la transformer en données exploitables pour de la recherche. Donc c'est ce que on va derrière exposer. Donc c'est le troisième bloc qui va être toute l'analyse de données. Et donc ça, on a plusieurs applications qui vont être développées, plusieurs algorithmes qui vont être développés, qui vont intégrer eux-mêmes de l'intelligence artificielle, des modèles de LLM, etc., etc., et qui vont venir enrichir l'information pour pouvoir atteindre en fait ce qu'on appelle les cibles thérapeutiques, donc les, les- les targets, qui sont en fait les éléments ou les résultats sur lesquels on s'appuie pour faire le développement derrière de médicaments. Mais donc, il y a vraiment trois blocs, et ces trois blocs-là sont trois modalités ou trois typologies d'outils ou de systèmes qui sont un petit peu différents. Et rentrons dans l'infra de chacun. Dans le premier, je suppose que stockage, c'est beaucoup d'S3. Il y a peut-être un peu de base de données Exactement. relationnelles aussi. Il y a de l'EC2, du S3, c'est énormément en fait de techno standard web, hein. C'est d'extrêmement révolutionnaire. La seule difficulté, encore une fois, ça va être beaucoup les sujets de cloisonnement, tous les sujets compliance, etc., qui vont être liés, puisque en fait c'est la partie la plus exposée au final de Oui. nos systèmes. Donc en fait c'est la partie la plus sécurisée. C'est systématiquement en fait ces zones-là qui vont être le plus regardées. Donc ça, c'est vraiment la première partie. Oui, là, vous gérez aussi des utilisateurs, des droits. Il faut définir des droits Exactement, d'accès pour les différents exactement. opérateurs, enfin, ou C'est ça, utilisateurs dans le monde. c'est ça. Donc on va avoir ce premier bloc-là qui est, enfin, ce que la plupart des développeurs connaissent quand même pas mal, hein. Donc rien Mhm. de révolutionnaire. On va quand Mhm. même y intégrer de l'intelligence complémentaire, c'est-à-dire que même sur ce bloc-là, on a des projets d'intégration de modèles de LLM. Mais voilà, principalement c'est du S3, du RDS, voilà, c'est avec des systèmes de backup. Tu as parlé des accès, on utilise bien sûr IAM. Mhm. Donc voilà, donc ça, cette partie-là, c'est En, assez. en multi-région pour que les hôpitaux puissent Alors s'uploader non, dans une justement. région près de chez eux. Alors non, justement, on n'est pas en Mhm. multi-région sur cette partie-là. Sur le stockage, sur la distribution enfin, des accès, oui, mais sur la partie Mhm. stockage, non. Le stockage est exclusivement en Europe. C'est une des règles qu'on s'est données et qu'on se donne chez Cure 51, c'est justement de rester dans une réglementation européenne de telle Européenne. manière à ce qu'on soit sur les plus hauts standards euh, relatifs aux données La de santé. confidentialité, Voilà. la privacy. Mhm. Exactement. Donc ça, c'est sur le premier bloc. Sur le deuxième Deuxième bloc, bloc. on va avoir beaucoup de traitement de données, donc avec du parallel cluster, de l'AWS Batch pour traiter enfin, toutes les opérations, du FSX sur le traitement des fichiers justement qui sont exploités. Euh, on a pas mal de CS,
donc de cubes aussi qui tournent sur ces instances-là, qui est assez similaire d'ailleurs, quand j'y pense, à la troisième partie, qui est en fait une combinaison des deux, parce qu'on va avoir de l'application web et aussi de l'infrastructure de traitement de données, parce qu'en fait, on transforme la donnée pour la mettre à disposition soit Il des faut la chercheurs. visualiser après. Voilà, exactement. Mhm. Donc on a un peu donc la troisième partie qui est une combinaison de ces deux premières-là. Mais voilà, la deuxième est très très orientée data. Et la troisième, donc la deuxième, c'est là où on va voir les data scientists et les data engineers et les bioinformaticiens qui travaillent un peu tous sur les mêmes technologies. Et puis la troisième partie va être vraiment une combinaison des deux avec encore une fois des systèmes de transfert de données et puis de la mise à disposition par contre cette fois-ci avec des applications web. Et là, le machine learning, je suppose qu'il n'y a pas d'algorithme de l'étagère que vous pouvez Non. réutiliser et vous devez tout construire vous-même. C'est une des difficultés qu'on a, c'est-à-dire que du fait de la spécificité de notre étude et puis surtout de la typologie de données qu'on manipule par rapport à ces survivants-là, en fait, ils vont avoir certaines spécificités qui nécessitent à chaque fois d'avoir soit un développement spécifique, soit un algorithme spécifique, soit un complément par rapport à ce qui existe déjà, qui permet de comprendre un peu mieux en fait principalement leur génome. Donc en fait, tous nos pipelines sont développés en interne, tous les pipelines de données, tous les algos d'analyse sont développés en interne. On s'appuie bien sûr sur des standards à chaque fois, mais on a à chaque fois nécessité d'ajouter ou d'y ajouter en fait de l'information complémentaire ou de l'intelligence complémentaire qui permettent en fait d'avoir une meilleure compréhension de la donnée. Sur la partie, je pense notamment sur la partie IA ou LLM, on peut utiliser par exemple certains outils pour pouvoir faire de l'analyse de documents, mais la compréhension en tant que telle, ou l'identification de la spécificité du survivant par rapport à des patients contrôle nécessite en fait en soi un développement complémentaire. Donc pour le coup, systématiquement, on va être amené à ajouter ou à spécifier ou à entraîner nos modèles de telle manière à ce qu'on puisse avoir les résultats les plus pertinents. J'essaie d'imaginer du coup, est-ce que est-ce qu'on peut rentrer dans les détails de vos modèles d'IA pour savoir ce qu'ils font? Alors, je vais parler de 2 cas particuliers, d'accord? Le 1er, c'est, les modèles, d'intelligence qui permettent de, comprendre ou d'analyser les données génomiques, d'accord? Donc on va avoir en fait des algos assez standards, encore une fois sur ces modèles-là, notamment sur la manipulation en fait du génome. Le génome est tout le temps le même, hein, c'est-à-dire on prend, le génome de 2 personnes, l'exploitation est systématiquement la même. Pour faire simple, c'est des fichiers qu'on appelle des fichiers FASTQ, qui sont c'est du fichier texte où il y a écrit ATGC, sur avec une séquence particulière à chaque fois. Mais lorsqu'on analyse un génome, pour pouvoir avoir le résultat le plus pertinent, on a besoin d'avoir un certain nombre d'hypothèses qui vont être testées, d'accord? Donc on a en fait des méthodologies de recherche. Donc en fait, on va chercher dans ces extrêmement larges fichiers de texte des séquences particulières qui vont permettre de comprendre la surexpression génomique de certains, donc du coup, de certains gènes, pour les, patients survivants par rapport aux patients contrôle. Pour faire cette recherche-là, en fait, il y a des algos, qu'on utilise, qui permettent, en fait, d'identifier, ces parties, ces petits bouts de texte, dans ces, très larges fichiers et donc la manipulation en tant que telle, de ces fichiers, c'est, un des cas d'usage, de la de des algos d'intelligence artificielle. On a d'autres cas d'usage, notamment sur des traitements, complémentaires, sur le traitement d'imagerie, sur le traitement de documentaire et cetera. Par exemple, sur la partie, collecte de données, on va avoir en fait, donc les champs qui sont saisis, sur notre outil, donc l'ICRF, et puis un document. Par exemple, les documents qui vont être numérisés, qui vont être, collectés enfin via cet ICRF, qu'on peut analyser et comparer pour pouvoir faire un contrôle qualité. Et donc là-dessus, on peut avoir des modèles de, LLM qui permettent de, comprendre en fait les documents médicaux et qui permettent de transposer ça par rapport à, la donnée collectée. Donc ça, c'est un autre cas d'usage. Après, on a
beaucoup de cas d'usage qui vont être plus ou moins complexes tout au long de la chaîne et qui permettent en fait d'accélérer la recherche. Donc c'est un mix entre de l'algorithmique traditionnel, entre gros guillemets, du machine learning traditionnel aussi, et puis du generative AI pour l'analyse de documents. Exactement. C'est ça. C'est-à-dire qu'on va l'objectif et puis c'est ce que disait Nicolas, on a une équipe qui est extrêmement, riche en fait en compétences. Ce qui fait la richesse de notre plateforme, c'est la combinaison en fait de tous ces métiers-là. C'est-à-dire qu'on a à la fois les bioinformaticiens, les médecins, les data scientists, qui vont travailler sur chacune des modalités, de telle manière à ce qu'on puisse avoir la compréhension la plus complète en fait de ces patients. Donc c'est vraiment en fait une combinaison de tous ces savoirs-là pour construire en fait une seule colonne vertébrale d'analyse de données pour comprendre la spécificité de survie. Donc c'est vraiment tout ce savoir qu'on essaie d'intégrer autour de cette colonne vertébrale qui est notre pipeline de données. Quels ont été vos plus gros challenges? Alors évidemment, je ne vais pas rentrer dans la partie scientifique ou médicale, hein, c'est pas l'objet de cet épisode, mais plutôt sur la partie technique, technique informatique, data science, compliance peut-être, tu l'as mentionné plusieurs fois. Ouais, il y a deux trucs avant de rentrer dans les détails. D'abord, aujourd'hui, tout le monde nous dit, enfin beaucoup nous disent, c'est une super idée. Pourquoi ça n'a pas été Mhm. fait avant, évidemment. Quand on a pitché les VC il y a 3 ans et demi, d'abord personne comprenait en France que c'était qu'une tech bio. Quand on disait on n'est pas une biotech, on est une tech bio, on est un business de plateforme justement basé sur du gros et de la scalabilité. Les mecs comprenaient pas quand même. Et après, on nous a dit, mais vous n'êtes pas oncologue, vous êtes entrepreneur, vous y arriverez jamais, ces patients sont trop rares. Constituer un réseau d'hôpitaux, c'est impossible. Même dans la pharma, quand il y a un consortium, c'est maximum 3 ou 4 hôpitaux. Donc, pour répondre à ta question, le plus gros challenge, d'abord, ça a été Le métier. convaincre. Mhm. Ça a été convaincre. Et on a eu 95% de non, hein, pour les futurs investisseurs. Et en revanche, et paradoxalement, ça a été beaucoup plus vite sur les hôpitaux. C'est-à-dire que même quand on a commencé à parler aux hôpitaux, le premier à qui on a parlé, c'est Gustave Roussy. Et donc, on n'avait pas d'oncologue dans l'équipe à l'époque. On avait juste notre bonne volonté, notre clairvoyance et Une beaucoup de vision. drive, on va dire, et de Mhm. leadership, voilà. Et en fait, et ça m'a surpris très agréablement, on a eu une écoute bienveillante en face. Beaucoup plus bienveillante que dans le monde du VC d'ailleurs. Mais après, avant de laisser la parole à Elmedi sur la tech, ce qui a été le plus dur, et c'est toujours dur, hein, c'est l'exécution opérationnelle à tous les égards. Déjà, tu n'as pas le droit de faire du commerce d'échantillons humains, c'est interdit, donc il faut à chaque fois des dérogations, à la fois dans le pays à partir duquel tu vas exporter ces tissus et puis en France quand tu les importes. Il y a des normes de compliance qui sont très fortes, évidemment dans le droit de la santé en général, mais spécifiquement sur le génome. Voilà, donc on est sur un environnement réglementaire et juridique extrêmement contraint. Et on peut pas se planter. En fait, t'as pas le droit à l'erreur. Il y a des business où tu peux te planter, nous on peut pas se planter. Enfin, on peut pas perdre un échantillon. C'est juste pas possible. Ça veut dire qu'on doit être extrêmement rigoureux sur le tracking, l'identification, la réception, le stockage, dans des conditions spécifiques. Donc, toute la partie ops au sens large et la partie de construction du réseau, qui est vraiment un business de CRM en fait, hein. On manage un funnel d'acquisition. Sauf que là, c'est des hôpitaux et des patients. C'est un business d'exécution opérationnelle. C'est pas rocket science, mais c'est vraiment un business d'exécution qui est très compliqué, très fastidieux Très et où tu n'as pas le droit encadré. à l'erreur. Voilà. Mhm. Et donc la tech, en fait, pour faire la transition, elle doit te permettre justement, c'est ce qu'on disait, hein, de grandir de façon sécurisée en respectant l'intégrité de la donnée. Mais c'est vraiment ça, c'est toujours trouver le bon équilibre entre on veut aller vite et grandir et avoir du gros, et en même temps pas faire n'importe quoi parce qu'on peut pas faire n'importe quoi. Voilà. Je vais être dans la continuité en fait de ce que dit Nicolas. C'est vraiment l'exécution en fait qui est ultra complexe du fait de toutes les réglementations dans le monde entier qu'on doit respecter, du fait de la réglementation européenne dans laquelle on s'inscrit. Donc en fait, sur le fait de manipuler ces données-là, ça va être vraiment la partie la plus complexe. Heu, le développement de nos pipelines, de nos outils et cetera, on va, peu ou prou se retrouver sur, ce que, tout le monde a pu vivre en fait sur des projets, on va dire plus classiques. Mais, vraiment la complexité, c'est l'exécution et surtout le temps d'exécution. On s'est donné en fait un calendrier qui est, ultra ambitieux, c'est, s'inscrire dans ce calendrier-là aussi qui est, avec, voilà
comme aime le dire Nicolas, une vélocité d'exécution qui soit suffisante pour qu'on puisse avoir justement atteindre les résultats le plus rapidement possible. Et est-ce que du coup, par rapport aux normes européennes, vous devez anonymiser vos données? C'est pseudonymisé. C'est encore, voilà, c'est de la pseudonymisation. OK, C'est-à-dire qu'on doit, en fait, un partenaire, quel qu'il soit, technologique, pharmaceutique, industriel, scientifique, ne doit pas pouvoir faire de recoupement rétrospectif. oui, C'est-à-dire qu'il ne peut pas clusteriser les patients pour se dire, ah ben voilà, dans ce dataset, il y a X% de femmes, l'âge moyen est de temps, donc voilà, je peux retrouver l'identification du patient. Donc c'est vraiment la norme la plus exigeante. C'est même en random, on peut pas en fait rétrospectivement reconstruire le dataset. OK. Et au-delà d'un doute, c'est peut-être une question stupide, mais tu as dit on ne peut pas faire du commerce d'échantillons biologiques. Vous n'achetez pas les échantillons. Tout ça, c'est Non, un c'est une échange bonne question, scientifique. hein. Hein. Non, c'est une très bonne question. On n'achète évidemment pas les échantillons. En revanche, on est ce qu'on appelle sponsor d'une étude clinique, comme toutes les études Mhm. cliniques qui existent, sauf que la nôtre, elle est rétrospective. Mais ça veut dire que nous, quand on contractualise avec un hôpital, on va payer pour la ressource. Donc, s'il dédie 2 headcounts pendant 2 mois sur le projet, on va payer les salaires des headcounts. On va assurer tous les frais opérationnels d'identification, de stockage, de transport des échantillons. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est Cure 51 qui est propriétaire exclusif de la donnée. C'est-à-dire qu'une fois que cette donnée elle est sur notre fameuse plateforme, elle nous appartient à 100%. Et les accords qu'on a avec les hôpitaux, ils sont de trois natures. D'abord, il y a un pool de revenus sharing avec eux. Donc 10% des futurs revenus de l'entreprise sont reversés aux hôpitaux en fonction du nombre de patients qu'ils ont apporté à l'étude. Deuxièmement, quand on fait ce qu'on évoquait tout à l'heure, le séquençage moléculaire de leur cohorte, donc un hôpital m'a donné 10 patients, je vais séquencer ces 10 patients, je restitue à l'hôpital l'ensemble des résultats. Donc on contribue aux efforts de recherche. C'est très pertinent, notamment pour des hôpitaux des pays émergents qui n'ont pas accès à ces technologies. Et la troisième chose, et c'est ce que tu évoquais, Tiffany, on crée en fait une communauté scientifique dans laquelle on encourage la copublication, on a des programmes de mentoring. Quand un jeune docteur oncologue, je dis n'importe quoi, du Brésil, a envie de parler à Fabrice André ou à Ulrich, la star de charité, on fait en sorte que ça se passe bien. Donc on crée cette communauté scientifique dans 55 pays avec 200 hôpitaux, et ça, c'est un facteur de motivation hyper fort pour les hôpitaux. Mais on ne paye pas la donnée, en revanche, on en est propriétaire. Si jamais à un moment, vous avez assez de données pour, enfin, en fait, si des chercheurs sont intéressés par vos données pour pouvoir faire une analyse, on va dire, de tous vos patients et peut-être pouvoir sortir des profils ou est-ce que c'est possible pour ces scientifiques-là d'accéder du coup à la totalité de votre donnée dans le cadre de la recherche? Non, en fait, ce qui se passe, c'est que les seuls scientifiques qui ont accès à la totalité du dataset, c'est ceux qui travaillent avec nous en Pour vous. centrale, Mhm. avec nous. Et après, c'est ce que je t'évoquais tout à l'heure. Pour chacune des cohortes, un hôpital a le leadership scientifique. Donc, si je reprends l'exemple du pancréas, Gustave Roussy a accès à toute la cohorte pancréas, mais il ne peut pas voir le glioblastome et il ne peut pas voir le poumon petite cellule. Mais en revanche, comme on crée cette communauté scientifique, on s'adjoint la collaboration de médecins hyper prestigieux. Certains sont dans notre comité scientifique et dès qu'on trouve ce qu'on évoquait tout à l'heure, ces fameuses targets, ces fameuses cibles thérapeutiques, quand on trouve un signal qu'on estime robuste, on partage avec eux et on demande leur avis. Voilà. Donc, on leur donne pas accès à tout le dataset. En revanche, nous, on leur livre au fil de l'eau des signaux qu'on trouve et qu'on identifie et qu'on pense pertinents. Et encore une fois, c'est pas l'AI justement qui va faire le diagnostic. C'est pas l'AI qui va valider une cible. L'AI, elle est là, elle nous aide c'est un outil de productivité. Elle va nous aider à faire Filtré. vraiment du stress test et à sortir sur cet ensemble infini de données les 10 signatures les plus solides. Et après, en revanche, le ranking et la validation des signatures, il est fait manuellement par nos oncologues du réseau. Donc c'est là-dessus qu'on les sollicite pour répondre à ta question, Tiffany. Ouais, bien sûr. Mais ils n'ont pas accès à tout le dataset. C'est nous en fait qui poussons la donnée. Voilà. Et c'est une bonne transition sur le dernier segment, parce que je regarde l'heure qui tourne également. Vous avez dit, je ne sais plus, l'un de vous deux a dit au début que vous commencez déjà à avoir des résultats. Ça ressemble à quoi un résultat? Expliquer à des non-médecins que nous sommes et que sont nos auditeurs. Et puis comment vous voyez le futur des 6 mois, 12 mois et l'évolution de la plateforme? Résultat, en fait, c'est le premier truc, c'est ce qu'on appelle une heatmap. Donc, en fait, tu vas avoir comme un tableur Excel avec des gradations de couleurs et tu vas regarder ce qui différencie ces fameux survivants de ce que j'évoquais tout à l'heure de la population contrôle. Et donc, tu vas avoir des gènes surexprimés ou sous-exprimés chez cette population de survivants qui sont extrêmement distinctifs. Quant à cette liste de gènes, en fait, tu vas focaliser sur
ce qu'on appelle les voies de signalisation des pathways, c'est-à-dire comment ces gènes sont activés ou inhibés. Voilà. Et ce qui va rendre une signature solide, c'est que tu vas te rendre compte qu'il y a un mécanisme d'inhibition ou au contraire de suractivation qui fait qu'en fait, ce gène, cette biologie va tuer la tumeur, résister à la tumeur. Voilà. Et donc, c'est ça, en fait, une signature. C'est un ensemble moléculaire cohérent dans lequel tu vas avoir un gène, généralement une protéine, et une voie de signalisation. Donc, ça ressemble à ça. Et quant à ce truc-là, tu regardes déjà s'il existe dans la littérature. Est-ce que tu es le premier à l'avoir trouvé ou est-ce que ça existe déjà? Nous, on a trouvé des choses qui existent déjà, dont certaines sont en phase clinique, en phase 1, en phase 2, en phase 3. Et puis, on a trouvé des choses qui n'existent pas du tout. Voilà. Et puis, on a trouvé quantité de choses qui sont déjà découvertes depuis des années. Donc, si tu veux, tu as Ce qui une valide votre graduation dans la... méthodologie. Ouais, tu as d'une une certaine graduation façon. dans ce qu'on appelle la novelty, donc la nouveauté qui est un peu différente. Et nous, on se focalise sur soit ce qui est totalement nouveau, soit ce qui est en phase très précoce de développement clinique. Donc, ça ressemble à ça, en fait, une cible. Voilà. C'est ces trois choses-là. Ça va être une voie de signalisation, généralement une protéine, et puis une surexpression ou une sous-expression d'un gène spécifique. Voilà. Sur la partie résultat, enfin, Nicolas a très bien décrit en fait ce qu'on cherche. Après, la manière de l'atteindre, là où on va être un peu novateur, c'est dans la capacité d'intégrer des nouvelles technologies pour l'atteindre plus rapidement, de développer nos propres modèles d'intelligence qui permettent justement de cibler plus précisément et de comprendre mieux ces surexpressions. Donc notamment, en fait, on intègre de la littérature externe. Comme l'a dit Nicolas, on vérifie en fait dans ce qui existe en termes de publications si ces cibles-là ont déjà eu droit à une publication. Est-ce que ces gènes sont déjà identifiés, etc. Et donc, en fait, pour ça, on intègre beaucoup de littérature externe. On a accès en fait, à de la donnée publique, mais aussi à de la donnée privée qui nous permet d'encore mieux enrichir en fait, nos résultats. Et puis surtout, comme je disais, technologiquement, en fait, le futur, c'est être en capacité de réduire le délai entre la collecte de la donnée et l'identification des cibles. Et pour ça, en fait, on va notamment intégrer par exemple, des nouvelles infrastructures en GPU, des modèles encore plus performants d'IA, puisque autour de nous, il y a aussi tout un écosystème en fait, qui se développe assez rapidement, avec beaucoup d'acteurs qui apportent en fait des solutions novatrices, etc. Et donc nous, on intègre ces éléments-là pour atteindre la solution beaucoup plus rapidement. Donc c'est ce lead time-là entre la collecte de l'information, l'atteinte du résultat, qu'on va essayer de réduire au maximum par la technologie. On aime bien bosser avec des partenaires dans la durée, donc c'est ça qui est sympa avec vous, c'est que d'abord, vous nous avez fait confiance hyper tôt, où on n'avait pas grand-chose, hein, encore une fois, à part 2 contrats hospitaliers et un début de MVP. Donc ça, on apprécie et on s'en souvient. Et on aime bien aussi faire en sorte que nos partenaires partagent la cause, parce que enfin, l'ambition de la boîte qu'on assume, hein, c'est d'éradiquer le cancer dans les 15 ans qui viennent. Moi, je pense que c'est possible. C'est challenge, mais je pense que c'est possible grâce à cette population de survivants. Et donc, on est hyper content de bosser avec des gens qui partagent cet enthousiasme et cette naïveté au bon sens du terme. Voilà, nous, on pense que c'est possible et on va tout faire pour y arriver, quoi. Et c'est incroyable de voir cette approche très différente basée sur la donnée et l'analyse de la donnée à grande échelle, ce qui n'était pas possible avant non plus. Donc c'est vraiment la conjonction entre des avancées biologiques, scientifiques, comme tu l'as dit, sur l'analyse du génome intracellulaire, et puis la tech, enfin c'est de la tech aussi, mais ce que moi j'appelle de la tech informatique en tout cas, qui permet c'est la combinaison des deux qui permet de faire ces avancées. Elmedi Ouzgan, CEO, cofondateur de Cure 51, et Nicolas Volikov, CEO, je regarde mes notes pour ne pas me tromper dans les lettres, CEO et cofondateur de Cure 51. Messieurs, merci pour vos explications passionnantes pour ce que vous faites et l'impact que ça peut avoir sur le reste du monde. Tiffany, merci de ton éclairage aussi pour tes questions plus scientifiques que les miennes pour m'aider dans cette conversation. Merci à vous d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.